C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le renouvellement de l'embargo sur les armes dans la région du Darfour au Soudan. Décision du Conseil de sécurité de l'ONU avec un vote à l'unanimité. Les ONG espéraient toutefois l'étendue de ces sanctions sur tout le territoire. Le Soudan est en guerre depuis plus d'un an. La correspondance régionale dans ce journal. Les 1 an du drame de Derna en Libye, la tempête Daniel avait dévasté le quart de la ville, faisant officiellement 4500 morts et 5000 disparus. Aujourd'hui, la reconstruction est en marche. Reportage de nos envoyés spéciaux à suivre dans cette édition. Et puis Bassirou Diomaye Faye à Mbour, le président sénégalais s'est rendu sur les lieux du naufrage qui a fait au moins 30 morts et des dizaines de disparus. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a promis d'œuvrer pour donner du travail aux jeunes et de lutter contre les réseaux de passeurs. Nous serons à Dakar dans ce journal. Un embargo sur les armes contre la région du Darfour. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé aujourd'hui et pour 1 an les sanctions concernant cette région meurtrie du Soudan. Un vote à l'unanimité de ses 15 membres. Pourtant, pour certains, le renouvellement de ces sanctions aurait dû être étendu à tout le territoire soudanais. À Nairobi, Bastien Renouille. Tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont félicités suite au renouvellement de ces sanctions, notamment sur le Darfour. Le Royaume-Uni et la France ont appelé les autres pays du monde à ne plus fournir d'armes pour ne pas envenimer le conflit. Et puis c'est la Corée du Sud qui a eu les mots les plus forts. Elle a affirmé que ces sanctions ne sont pas suffisantes, qu'il faut mettre en place de nouvelles mesures pour qu'elles soient réellement respectées. Le Soudan a lui aussi été invité à prendre la parole. Il était représenté par un ambassadeur du gouvernement soudanais, c'est-à-dire quelqu'un proche de l'armée soudanaise, il faut le souligner. Il a dénoncé les actions des forces de soutien rapide, a dénoncé les massacres commis par ces forces et expliqué qu'elles représentent un mouvement terroriste à l'intérieur du Soudan. Il a donc appelé à ce que les pays arrêtent de leur fournir des armes. Alors c'est vrai, les forces de soutien rapide commettent des exactions, mais elles ne sont pas les seules à le faire. Il faut le rappeler, l'armée soudanaise est elle aussi responsable de massacres et de tirs contre des civils. Elle a elle aussi reçu des armes de la part de pays étrangers, notamment des munitions chinoises, des drones iraniens. Alors pour certaines ONG qui appelaient à un embargo total sur le Soudan, tel que Human Rights Watch et Amnesty International, eh bien, le Conseil de sécurité a loupé l'occasion d'étendre les sanctions contre l'intégralité du Soudan. Souvenez-vous, c'était il y a 1 an. La tempête Daniel détruisait un quart de la ville de Derna en Libye. Le bilan avait été très lourd, plus de 4500 morts et 5000 portés disparus officiellement et plus de 40 000 déplacés. 1 an après cette catastrophe, la ville de l'Est libyen est en pleine reconstruction. Reportage de nos envoyés spéciaux Lili Ablaz et Hamdit Lili. Depuis des mois, Derna vit au rythme de sa reconstruction, financée par un fonds officiel de 1,9 milliard d'euros. Dans cette ville de l'Est libyen meurtrie par les inondations du 11 septembre 2023, près de 155 projets sont en cours. Parmi ceux qui sont presque achevés, la reconstruction de la mosquée El Sahaba, principal lieu de prière de Derna. Ça, ce sera l'espace des femmes, n'est-ce pas ? Nous essayons de faire en sorte qu'elle soit reconstruite comme neuve, et surtout en préservant son authenticité. L'urgence tient dans le fait qu'il est très important que les Dernaouis retrouvent leur lieu de prière. Le processus de reconstruction manque de transparence, car il se fait sans appel d'offres. Pour les autorités, le plus important reste le résultat. Comme ces habitations, 2000 appartements qui vont être donnés aux victimes prioritaires. D'autres ont reçu une aide financière pour réparer partiellement leur logement, comme cette femme. Avec son fils, elle a obtenu une compensation d'un montant d'environ 10 000 euros. L'argent m'a permis de refaire un peu le sol et les portes, c'est tout. C'était vraiment le chaos quand j'ai retrouvé la maison. Jalel, mon fils, était là au moment de l'inondation. Il m'a appelé pour me dire qu'il était sur le toit, que rien ne marchait, que la voiture était sous l'eau. Aujourd'hui, heureusement, ça commence à aller mieux. Des zones d'ombre persistent sur les responsabilités des politiques et des militaires dans cette catastrophe, selon plusieurs ONG qui appellent aussi à s'occuper des nombreux déplacés hors de Derna. Derna qui compte encore ses morts.
Avec la reconstruction, lors des chantiers, certains corps qui avaient été ensevelis avec l'eau sont déterrés au fur et à mesure que l'on débarrasse les débris. Nous remettons les corps à chaque fois à l'agence de recherche des disparus pour qu'elle puisse les identifier. Des numéros sont attribués aux tombes des anonymes pour pouvoir les relier aux résultats des expertises ADN, dans l'espoir, un jour, de les identifier. En bref, l'avocate et chroniqueuse tunisienne Sonia Damani a été condamnée en appel à 8 mois de prison ferme pour des propos jugés critiques à l'encontre du président Kais Saied. Ces avocats qui ont dénoncé un harcèlement judiciaire. Pour rappel, Sonia Damani avait été arrêtée en direct devant des télévisions le 11 mai dernier par des policiers masqués qui avaient fait irruption au siège de l'Ordre des avocats à Tunis où elle s'était réfugiée. Au Nigeria, Kashim Shettima, vice-président, s'est déplacé à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Des pluies diluviennes ont provoqué la rupture d'un barrage. La capitale régionale est en partie submergée. Une inondation monstre qui a fait plusieurs morts et détruit des milliers de maisons, selon les autorités. Et au Sénégal, c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui s'est déplacé à Mbour pour présenter ses condoléances aux familles des victimes du naufrage. 3 jours après, le pays est toujours sous le choc. Le bilan fait état de dizaines de disparus et d'une trentaine de morts. Le pays est l'un des principaux points de départ de migrants en route pour les Canaries. Les précisions de Sarah Sako à Dakar. Tristesse, frustration, indignation également. Les réactions sont encore très vives. 3 jours après ce naufrage meurtrier, les Sénégalais continuent de commenter ce drame dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Les commentaires se rejoignent. On parle du manque de perspective pour la jeunesse, de la difficulté à subvenir aux besoins de la famille, de la difficulté également à obtenir un visa pour l'Europe, pour migrer de manière régulière. Et dans la rue également, les commentaires sont encore nombreux à écouter. Aujourd'hui, s'il y avait du travail dans le pays, du développement ou le changement de système que l'on n'arrête pas de nous vendre, nos jeunes ne partiraient pas. La vérité, c'est qu'ils sont complètement découragés. Ma famille ne compte pas que sur moi, on arrive à s'en sortir. C'est pour ça que je ne suis pas parti. Mais si je devais subvenir seul à leurs besoins, moi aussi je serais volontaire pour prendre la pirogue sans me poser de questions. L'État, il n'a qu'à installer les ateliers de métiers différents. Ça nous fera quand même l'occasion de les employer, de les encadrer. Plusieurs personnalités politiques ou de la société civile se sont également fait entendre sur ce drame. Plusieurs ont notamment réclamé un deuil national vu l'ampleur de cette catastrophe. Cette récompense en Guinée, le prix CFI Terra Africa pour le climat est décerné ce soir à Conakry. Le programme soutient des journalistes africains spécialistes des questions environnementales. Objectif, les faire participer à la lutte contre le changement climatique. Le projet couvre 5 pays africains, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Écoutez. Ce prix vise à encourager les journalistes francophones qui travaillent sur les questions environnementales, mais particulièrement sur les questions de changement climatique. Vous savez, les changements climatiques sévissent dans nos pays avec l'élévation du niveau de la mer, les inondations que nous enregistrons, même s'il y a les constructions anarchiques aussi. Mais les changements climatiques sont passés par là, donc le journaliste a son rôle à jouer. Peu travaille sur les questions environnementales. Donc ce prix vise à encourager les journalistes qui travaillent sur ces questions afin de les motiver davantage pour pouvoir continuer à travailler dans ces domaines de pollution, de déchets, de nuisances et de changement climatique. Voilà, images et interviews signées Malik Diakité. On part à présent en République démocratique du Congo. Le pays a inauguré son premier data center. Sa mission, conserver et stocker les données de l'administration congolaise, celles du secteur privé, et augmenter les capacités Internet dans le pays. Un data center qui devrait permettre à la RDC de reprendre le contrôle de ses données numériques. Reportage d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans le quartier industriel de Limete, c'est un bâtiment flambant neuf qui ne passe pas inaperçu. Le premier data center de Kinshasa. Si les ouvriers font les dernières finitions, à l'intérieur, le centre est déjà prêt à stocker les données numériques d'entreprises privées et publiques. Là, nous sommes dans le centre de contrôle. C'est le poste de pilotage du centre de données.
C'est ici que serveurs et machines sont contrôlés 24 heures sur 24. Nous surveillons la température au niveau de la salle serveur. Nous surveillons la température au niveau des salles de batterie, au niveau des salles de distribution électrique. Une fois la température dépasse 24 degrés, nous avons une alerte qui arrive, qui nous signale qu'il y a un souci et on intervient directement. Faire fonctionner un data center, c'est un véritable défi dans un pays où les coupures d'électricité sont récurrentes. Il a donc fallu s'équiper pour assurer un fonctionnement permanent. Nous sommes partis sur des lignes dédiées, des lignes propres, des lignes moyenne tension, doubles d'ailleurs, comme on peut le voir là, qui proviennent de deux sources de production distinctes. À l'occurrence, le barrage d'Inga d'une part, qui sert la première ligne qui est là, et le barrage de Zongo qui sert la deuxième ligne qui est là. Si l'espace de stockage est suffisant pour commencer, il sera loin de répondre à la demande en RDC, qui stocke pour le moment ses données dans des centres à l'étranger. Les services publics encore traditionnels veulent se numériser. Il va donc leur falloir de l'espace pour stocker les données des citoyens. L'essence même d'un État, c'est de s'assurer que les données des Congolais sont gérées au Congo par des Congolais sur des infrastructures qui sont au pays et donc qui sont sous les juridictions congolaises. Protéger ces données, mais aussi améliorer la qualité de la connexion Internet. Les usagers congolais pourraient aussi voir une baisse du coût de leur abonnement mobile. Avant de se quitter, on part en Afrique du Sud à la découverte d'un sport qui a le vent en poupe, le spinning. Une course automobile ponctuée de dérapages, une discipline impressionnante qui ne séduit pas que les plus jeunes. Reportage de Caroline Dumais et de Stéphane Kersens. On appelle ça le spinning. Faire tourner les voitures comme des toupies le plus rapidement possible. Les pilotes ressemblent à des cascadeurs. Cette pratique est née sous l'apartheid, développée par des gangsters qui utilisaient des voitures volées. Elle est devenue un sport familial. Pour les juges qui organisent des compétitions dans tout le pays, il est temps de devenir professionnel. Ça ne fait que grossir et ça a tellement vite explosé, mais on aimerait voir plus de sponsors dedans parce que c'est un sport qui coûte beaucoup d'argent. Imaginez, vous utilisez des véhicules qu'il vous faut construire, comme dans n'importe quelle course automobile. Les amateurs de ce sport pensent aussi que la légalisation de ces compétitions leur permettra d'aider les jeunes en difficulté. Ça fait des années qu'on aurait dû le faire. Au moins, nos enfants ne penseront plus à la drogue. Ils sortiront de la rue pour venir s'entraîner. Les jeunes auront des choses à faire, des idoles aussi pour les représenter. Les spinners envahissent les réseaux sociaux et une série produite par Canal+ a même été tournée en Afrique du Sud. De passage au Salon du film du Cap, le nouveau ministre des Sports et de la Culture s'est dit fier qu'une production internationale parle de cette pratique. Je vais en faire un sport national. On a déjà budgétisé pour, la fédération a déjà été créée, ça va devenir l'une de nos exportations. Pour le ministre, ce nouveau sport motorisé sera homologué avant la fin de l'année. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Dans quelques instants, c'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger.